Bonjour à tous, je suis Alain Steinman, je suis directeur de la rédaction du Journal du Net. Voilà, et j'ai le plaisir d'animer la prochaine table pour laquelle je demande à monter sur scène à Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan, Luc Abercorn, Managing Director France et Benelux de Zooplus, Thierry Petit, président et cofondateur de Showroom Privé, et Julia Alunovic, Country Manager Germany de Litchi. Voilà. Avant de démarrer cette table, je tiens à vous rappeler que vous pouvez poser des questions en direct à nos 4 intervenants en utilisant soit Twitter, en utilisant le hashtag ECP14. Vous pouvez aussi poser des questions par SMS, le numéro s'affiche juste au-dessus de moi. Et vous pouvez enfin poser des questions sur le web mobile à l'adresse qui s'affiche également au-dessus de moi. Je reçois les questions ici et je les poserai pour vous aux 4 intervenants. On va commencer sur cette session Europe avec Thierry Petit, président et cofondateur de Showroom Privé. Thierry, quels sont les pays d'Europe où aujourd'hui il y a beaucoup de potentiel, soit parce que le coût d'acquisition est pas très élevé, soit parce qu'il y a quand même du potentiel en termes de chiffre d'affaires? Alors bonjour. Je pense qu'effectivement, l'Europe en soi est un énorme potentiel, parce que je crois qu'une étude récente disait que c'était le premier marché en termes de taille dans le monde, sauf qu'il est extrêmement fragmenté, c'est 27 pays, il y a des tas de langues, des tas de devises, des tas de complexités, de TVA, de transport, etc. Donc du coup, l'Europe en soi reste effectivement très fort, mais c'est assez compliqué de se lancer véritablement sur tout le pays, puisque chaque pays a ses contraintes et puis sa maturité. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est un peu comme la géographie, c'est-à-dire que du sud vers le nord, c'est le même niveau de maturité. Quand vous regardez les pays du nord, les utilisateurs, les internautes sont venus au e-commerce plus par l'offre, très tôt, tirés par des retailers, alors que dans le sud, les consommateurs sont venus plutôt par le prix, plutôt très tard, tirés par des pure players. Donc d'ailleurs, on le voit plutôt très bien, parce que si vous prenez les 10 premiers marchands dans les pays du Nord, excepté Amazon et eBay, c'est tous des brick and mortar, alors que dans le Sud, c'est tous des pure players qui sont positionnés sur un modèle de prix. Des gros acteurs comme en Espagne, El Corte Inglés n'existent absolument pas ou sont très petits. Et puis la France, on est pile au milieu, c'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était les pure players, et puis la maturité qui grandit, les marques puissantes arrivent de plus en plus, et on est un espèce de mix où finalement les brick and mortar sont en train de reprendre le dessus. Et du coup, en fonction de votre modèle, en fonction de la sensibilité de votre modèle, effectivement, à ce niveau de maturité, finalement, il y a plus ou moins d'opportunités. Nous, pour notre modèle qui consiste à vendre des marques à des prix réduits, finalement, les pays du Sud et les pays d'Europe de l'Est étaient plus intéressants. Donc, on s'est plutôt développé Espagne, Italie, Portugal, Pologne. Et il y a effectivement une maturité moins du consommateur qui fait que, du coup, des délais longs sont un petit peu moins gênants au départ. Là où, en Angleterre, on est sur des délais extrêmement courts, on n'est même pas dans un jour, on est dans du same-day delivery, c'est la tendance. Donc, et puis il y a une compétition qui est quand même moins forte, qui fait que du coup, marketingement, il y a encore des places à des niveaux de prix raisonnables. Donc maintenant, tout s'adapte effectivement. Je pense que l'offre est très différente, en tout cas dans la mode. Entre un anglais et un espagnol, il n'y a absolument pas les mêmes marques ne marchent pas, le même positionnement de prix, c'est pas le même. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de vérité absolue. Cependant, la vérité, c'est quand même l'Europe est une formidable opportunité pour tous les e-commerçants. Alors, avant de voir comment vous êtes organisé, on va poser la même question à Luc. Donc, vous êtes le responsable France et Benelux de Zooplus. Vous pouvez utiliser les 2 micros indifféremment. Zooplus, qui est le premier marchand de produits pour animaux en Europe. Et vous avez justement cette spécificité, cette entreprise, de vous être étendu sur un grand nombre de marchés européens. Vous, aujourd'hui, quand vous regardez marché par marché, quels sont les marchés qui ont des belles croissances? Alors oui, bonjour à tous. Effectivement, Zooplus n'est pas forcément une société connue de tous. Néanmoins, ça fait 15 ans qu'on est sur le web. Donc notre société a été créée en 99. Donc on est effectivement leader aujourd'hui européen sur l'animalerie en ligne. Donc on distribue de l'alimentaire ou des accessoires pour les animaux de compagnie.
Donc on est une société allemande, hein, donc le siège a été créé donc à Munich il y a 15 ans. On a commencé rapidement à se développer sur les principaux marchés européens, donc notamment l'Angleterre, la France, mais très rapidement aussi la Pologne, l'Espagne et l'Italie. Aujourd'hui, on distribue près de 8000 références dans 25 pays. Donc, effectivement, on a des pays qui grandissent très très vite. Notamment, on parlait de la Pologne, je rejoins l'avis. Effectivement, la Pologne est un pays en très très forte croissance, mais également de nouveaux pays, typiquement comme la Turquie. On a ouvert l'année dernière en Turquie, qui connaît des taux de croissance assez fulgurants. Il faut savoir qu'aujourd'hui qu'on est présent physiquement dans 6 pays et que c'est un choix stratégique d'avoir vraiment des filiales dans les pays qui font le plus gros du business. Et donc en termes de choix stratégiques, justement, est-ce que vous êtes implanté en Grande-Bretagne ou est-ce que vous avez fait le choix de ne pas y aller? En Grande-Bretagne? Oui. Oui, on est à Oxford, effectivement. Mais c'est aujourd'hui un petit marché pour vous, c'est ça? Alors, le marché anglais est assez spécifique puisqu'en termes d'e-business, de manière générale, c'est un gros marché. Mais néanmoins, en ce qui nous concerne, en termes de vente, c'est un plus petit marché parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de concurrents. La stratégie de Zooplus est plutôt de s'implanter sur des marchés où on a un petit peu ce qu'on appelle en interne le first mover advantage. Donc, en gros, l'avantage d'être le premier sur le marché, c'est ce qu'on a réalisé pour la France, pour l'Allemagne en 99, et depuis, sur tous les pays qu'on a développés, on était vraiment parmi les premiers, et c'est ce qui nous a permis aussi de nous positionner, rapidement de positionner notre marque, nos produits et bien sûr nos prix. D'accord. Thierry, on va revenir vers vous justement sur l'organisation pour la mise en place de l'ouverture dans des pays européens. Comment est-ce que vous planifiez, vous organisez et vous déployez finalement la marque Showroom Privé à l'étranger? Alors, je pense qu'il y a plein de façons de faire de l'international. Ça dépend aussi finalement des moyens que vous avez, de l'ambition que vous y consacrez. Pour nous, c'était ultra stratégique pour principalement 3 raisons. La première, c'est qu'on voulait être très fort entre l'Italie, l'Espagne et la France parce que c'est 3 pays qui concentrent à peu près 90% des marques de mode les plus désirables dans le monde. Donc c'était important d'avoir ces marques pour se développer ensuite ailleurs. Deuxièmement, parce que c'est effectivement une taille de marché plus importante. Les marques sont mondiales, donc je pense que dans notre métier, qui est un métier de volume et de mass market, c'était assez complexe de s'arrêter qu'à la France. Et troisièmement, notre concurrent principal en France, dont je me ferai le plaisir de ne pas citer le nom, pour le coup, est assez bancal à l'international. Donc pour nous, c'est aussi un moyen d'attaquer par les côtés, j'ai envie de dire. Donc, comme on l'a fait, on a été super pragmatique, c'est-à-dire qu'on a plein de formes d'organisation. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai par contre placé l'international un axe stratégique numéro 1 dans l'entreprise. Donc tout le monde pense international, il n'y a pas de division internationale, il n'y a pas de truc à côté, c'est un tout. Tout le monde fait de l'international. Un acheteur peut aller décider de prospecter une marque au Portugal ou en Espagne, il n'est pas limité à une zone. Donc du coup, il y avait déjà ça et ça a été assez compliqué. Je pense qu'en France, on a du mal à penser international pour les langues, pour plein de raisons, parfois, mais ça a été un point assez fort. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la direction générale extrêmement forte et ensuite, on fonctionne toujours, nous, ce qu'on appelle en 2 phases, incubation et développement. Donc, on essaie de massifier et de mutualiser les postes de coûts les plus importants, logistique notamment, production des ventes, donc c'est des coûts qui coûtent très cher, on les laisse à peu près à Paris, et ensuite on fait une phase incubation et développement. Incubation, on va prendre des gens natifs, ça c'est important, pas bilingue, parce que je pense on peut apprendre une langue, mais on n'apprend pas une culture, il faut être identifié à cette culture-là, qu'on a mis à Paris. Effectivement, on va transformer les différents sites. Ce n'est pas de la traduction, c'est de l'adaptation. Donc, on va mettre les clés de rassurance locale, les modes de paiement locaux, les conditions, bien sûr, générales de vente, etc. en local. Et puis ensuite, on va diffuser notre offre. Quand le pays, par des leviers marketing très héroïstes, à partir du moment où on va atteindre un certain volume, donc pour nous, c'est à peu près 1 million d'euros par mois qui nous donnait suffisamment de force pour aller négocier des marques locales. Là, du coup, on rentre en phase de développement, où on va mettre en place des équipes de sourcing local pour être proche des marques et on va faire un marketing plus local en faisant du business développement dans les pays. Et après, il n'y a pas de règles. On a à peu près 30 personnes en Espagne, on en a 0 en Italie et pourtant ça fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, on a des gens en Allemagne, on n'est pas présent en Allemagne, c'est pour le sourcing. Donc on est vraiment, je pense, il n'y a pas de règles tant les pays et les consommateurs sont différents. Et ce niveau de maturité, de toute façon, nous impose à être obligé de ne pas penser de la même façon pour chaque pays. Je pense que c'est le meilleur moyen de se planter.
Julia, vous êtes responsable country manager Allemagne de Litchi, qui est une cagnotte en ligne. Et alors, Litchi a adopté un mode d'organisation pour le déploiement à l'international qui ressemble, ce que je vous disais au téléphone, pas mal à celui de Rocket Internet, finalement, puisque tout est opéré de France, en fait, c'est ça. Mais vous connaissez très bien le marché. Exactement. Bonjour. Comme disait, Très moi proche. je suis autrichienne et je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui est bilingue pour ouvrir un nouveau marché. Il ne suffit pas pour traduire un site afin de s'exporter. Il faut vraiment travailler avec des gens locaux qui connaissent très bien la langue et qui connaissent très bien le marché. Et nous, en termes de stratégie d'export, on va dire, on a choisi de tout faire à Paris. Parce que, nous, déjà, c'est différent. On a un service 100% Internet. On n'a pas un e-commerce. Il n'y a pas d'entrepôt, il n'y a pas de... Non. Voilà. Non, exactement. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Donc, on a déjà ces avantages-là. Et aussi, ce qui était très important et qui reste toujours très important pour nous, c'est vraiment que les country managers restent très proches du produit. Parce que c'est vraiment ça le cœur de notre service, c'est vraiment le produit litchi.com. Il n'y a pas une formule qui marche pour tous les marchés. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment d'adapter le produit aux services locaux. Parce qu'il y a forcément des moyens de paiement différents dans chaque pays, etc., etc. Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Et c'est beaucoup plus efficace pour nous d'être vraiment tous réunis en France et de s'échanger comme ça. Et voilà, ça marche très bien. Vous êtes une trentaine, c'est ça? Exactement. Et vous couvrez combien de pays aujourd'hui? Litchi, le site est disponible en français, allemand, anglais et espagnol. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser à peu près partout. Et du marketing, on fait activement en France, Espagne et en Allemagne. Donc vous avez un équivalent ou une équivalente pour le marché espagnol, c'est ça? Exactement. Et donc en fait, vous faites tout. C'est-à-dire vous m'avez dit que c'est vous qui répondez aux clients qui ne sont pas Oui. contents, Oui. c'est vous qui travaillez sur le produit, c'est vous qui allez chercher des agences pour faire du marketing en Allemagne. Exactement. Donc vous supervisez tout en fait. C'est ça le modèle de développement. Exactement. Moi, je travaille très proche d'une côté avec l'équipe produit pour vraiment adopter les produits litchi.com aux besoins de mon marché qui est l'Allemagne. Et je travaille aussi très proche avec l'équipe marketing. On a un directeur marketing qui surveille toutes les activités dans les pays différents. Mais en effet, c'est moi qui s'occupe. Ça peut commencer par poster une vidéo sur Facebook, juste à la négociation d'un très grand contrat avec une agence. Donc c'est vraiment tout. Et par contre, quand vous travaillez essentiellement avec des partenaires allemands. Oui. Pourquoi? Oui, parce que nous, comme tu as dit, on est 30, ce qui n'est pas beaucoup. Parce que nous, on n'a pas besoin de vraiment faire tout nous-mêmes, etc., etc. Mais on a donc décidé de travailler beaucoup avec des agences. Et c'est une évidence pour moi que c'est une agence allemande qui va le mieux connaître le marché allemand. Et pas une agence basée à Paris. Voilà. D'accord. Pierre-Olivier, on va regarder la stratégie de Manutan. Vous avez un micro qui est juste là. Vous, c'est différent parce que vous n'êtes pas un pure player, contrairement à Thierry. Et donc, en fait, pour vous, l'ouverture d'un site Internet coïncide avec une structure offline, entre guillemets, avec une structure assez classique, catalogue, etc., dans les pays. Mais comment est-ce que finalement, vous arrivez à organiser finalement les sites Internet dans les très nombreux pays dans lesquels vous êtes? Vous pourrez peut-être nous dire combien de pays vous êtes en Europe. Comment vous organisez tout cela, en fait? Bonjour à tous. Alors effectivement, nous déjà, on est en B2B. Manutan, on distribue des produits d'équipement pour entreprises, pas mal de produits techniques pour les entrepôts, les ateliers. Aujourd'hui, on est présent dans 19 pays en Europe. Et nous, on a construit des plateformes, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'outils centraux. Par exemple, la plateforme Internet est la même pour tous les marchés. Et ensuite, on a des déclinaisons locales. Le site Internet, on l'a construit à partir notamment de retours des clients des différents marchés. Par contre, aujourd'hui, il est à 80-90% commun. Et ensuite, on laisse des espaces d'adaptation locaux pour les marchés. Donc, notre site polonais, finlandais ou en Angleterre, aujourd'hui, sont les mêmes. Et c'est aussi le cas d'ailleurs chez Zooplus. Luc, vous, à part les produits qui sont mis en avant, finalement, c'est le même site dans tous les pays.
Alors, Vous oui, faites de l'Amazon, vous faites l'Amazon du chien. entre oui, on guillemets. va dire ça comme ça, en beaucoup plus petit quand même qu'Amazon, mais effectivement, on peut un peu te comparer en tant qu'Amazon, mais pour la croquette pour les chiens. Effectivement, l'ensemble de nos sites ont à peu près le même look and feel, et c'est volontaire. Hein. On a une image globale qui est Zooplus. Après, ça ne veut pas dire que parce que le site est à peu près le même en termes de look and feel, que les produits sont les mêmes, ou même que la stratégie de mise en avant des produits est la même. On a effectivement une stratégie qui est très claire et qui est globale, hein, qui est globalisée et qui est après distribuée dans tous les pays. Néanmoins, je pense que c'est très important quand on travaille à l'international d'avoir quand même cette vision très locale avec des personnes qui connaissent le marché, des personnes qui vont vraiment travailler dans une équipe sur le terrain. C'est vrai qu'à partir du web, on aurait pu dire on fait tout à partir de Munich et on se développe dans toute l'Europe à partir d'un seul site. Mais ce n'est pas du tout la volonté de Zooplus, au contraire. À partir du moment où on atteint une certaine taille critique, pour nous, il est essentiel d'être présent dans le pays, de connaître non seulement la conjoncture économique du pays, mais également tous les us et coutumes, les comportements d'achat des consommateurs. On étudie en fait toutes ces données au quotidien pour vraiment optimiser au mieux les pages, les fiches produits. Il y en a quand même 8000, donc au quotidien, c'est beaucoup de travail. Mais également les marques que l'on propose, parce que les marques ne vont pas être les mêmes en Allemagne ou en Angleterre ou en France. Thierry, les sites de showroom privés sont identiques dans les différents pays, ou est-ce que finalement pour l'Italie par exemple on fait quelque chose de plus mode, on est plus dans la qualité du site, ou finalement vous avez la même stratégie que Manutan ou Zooplus? Alors il y a un cœur commun, enfin, ça dépend si on parle du site ou de l'offre. L'offre qui est sur le site. Donc le site, le support, il y a un cœur commun qui est quand même adapté, alors qui est beaucoup adapté notamment au niveau des moyens de paiement, parce qu'il y a des vraies différences. Je sais pas, au Portugal, si vous n'avez pas Multibanco, vous passez à côté de 50% de chiffre d'affaires. En Hollande, si vous n'avez pas iDeal, qui est un truc qu'on ne connaît pas, d'ici, vous passez à côté de 70% de chiffre d'affaires. Pareil pour la Pologne, si vous ne faites pas de paiement à la livraison. Donc ça, il y a une vraie adaptation sur les pages finalement assez critiques du panier. Sur le tunnel. Voilà, sur le tunnel. Après, il y a des adaptations sur les modes de transport aussi, juste avant parce que le relais n'est pas aussi développé. Quand vous livrez du meuble dans les pays, il y a quand même un certain nombre de différences par rapport à ce que vous pouvez faire. En termes de tarifs également, il y a des positionnements où nous, quand on commence un pays, on ne va pas forcément avoir le volume suffisant pour être très compétitif en termes de coûts par rapport à des acteurs locaux. On va devoir donc prendre sur nos marges. Donc voilà, donc il y a quand même tout un travail sur la fin du tunnel qui est vraiment complètement par pays. Après, les pages clés qui sont les pages d'inscription, les pages qui font de l'autopromo, qui vont parler du site, etc. On va pour le coup le faire très local. Un exemple, on va mettre beaucoup de réassurance sur le paiement dans les pays un peu plus matures. La Pologne, on parle beaucoup de paiement, de sécurisation. Bon, ça, sur l'Angleterre, on n'en parle plus, c'est acquis. Ou le parrainage, par exemple, quelque chose qui est pour nous, Français, évident. On va en faire la promotion de façon très didactique et pédagogique dans les pays du Sud, notamment Espagne et Italie, parce que ce n'est pas si développé. Donc, il y a vraiment beaucoup d'adaptations, même si le cœur est commun. On va dire que la tuyauterie est commune et la vitrine est complètement différente. Et après, les produits qu'on met dedans, pour le coup, quand les marques sont globales, c'est pas un problème. Enfin, on essaie d'avoir un mix 30-30-30, en gros 30% de marques internationales. Adidas cause à tout le monde, Puma parle à tout le monde. On essaie d'avoir 30% de marques locales. Donc des marques espagnoles, ou quand on va en Italie, il est important, je sais pas, d'avoir une marque comme Coccinelle en maroquinerie. Il faut l'avoir pour être du coup donner cette perception d'être local. Et on a 30% de marques plutôt françaises, mais comme la mode à la française effectivement s'exporte bien, on joue beaucoup là-dessus dans notre marketing, en dehors de la France bien sûr. Donc tout est, vraiment il n'y a pas de règles et on essaie d'optimiser le maximum de choses sans non plus et faire du local, mais pas tomber dans le tout local. Le tout local nous coûterait trop cher. Le tout mutualisé serait stupide. Donc on essaie de trouver le bon levier et chaque levier est différent par pays. Julia, vous me disiez que les pages de Litchi avaient été testées par finalement des utilisateurs de tous les pays, c'est ça, et finalement c'est les mêmes dans tous les pays, mais parce que vous faites de l'eye tracking, c'est ça, sur les pages des pays, et vous testez
pour que finalement ça plaise un peu à tout le monde? Bon, ce n'est pas vraiment des tests, c'est des datas qu'on peut facilement voir dans nos analytics, etc. Mais on a vu, par exemple, que les Allemands, et ça c'est pas secret, ils adorent regarder les CGU, ils adorent regarder le page sécurité. Donc on s'est dit, ok, peut-être ce qu'on a fait en France, et ce qui, le look et feel, c'est pareil dans toutes les autres langues, c'est peut-être pas suffisant. Donc j'ai dit à l'équipe produit, et il faut travailler la page sécurité pour que ça plaise un maximum aux Allemands. Et ça, par exemple, du coup, on a réadapté après pour tous les autres pays. Donc nous aussi, on essaie de, juste pour la facilité de gestion, d'avoir vraiment le même site pour tous les pays. Après, tu as des questions de wording qui changent, des images qui peuvent changer facilement, mais les structures du site est pareil. Et derrière, bien sûr, il y a des adaptations, par exemple des moyens de paiement, des trucs de sécurité, etc., qui sont différents facilement dans tout le pays. Alors, j'ai une question pour Thierry, une question du public. 3 conseils à une marque de mode haut de gamme pour réussir son lancement e-commerce en Angleterre. Je ne pourrais pas vous le donner parce que je pourrais pas vous le donner. Pour être très honnête, nous l'Angleterre ne marche pas. Et je pense qu'aucun e-commerçant français n'a réussi en Angleterre. Bah non, Cdiscount a montré l'échec. Cdiscount VP n'a pas réussi non plus. Non, personne n'a fonctionné. Après, dans la mode, c'est assez simple à comprendre. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la fast fashion à l'anglaise est non seulement 1, très mode, 2, très différente, et 3, extrêmement compétitive en termes de prix. On le voit avec Primark qui arrive en France et qui fracasse malheureusement cet univers en France. La deuxième raison, c'est que le pays est tout petit. Enfin, c'est assez bête, mais du coup, vous êtes très proche d'un magasin à 30 km au maximum. Donc, il y a eu moins besoin de développer ces services. Et la troisième, c'est que la maturité des livraisons, vous pouvez prendre votre colis l'après-midi. Vous faites votre commande le matin, vous allez l'après-midi. Donc, à partir de là, pour être suffisamment fort que les marques locales... En plus, c'est une mode très différente. Donc, nous, on a beaucoup de mal et on n'a pas les volumes suffisants pour aller sourcer des marques extrêmement locales qui ne marchent pas ailleurs. Et à l'inverse, beaucoup de marques françaises ne marchent pas en Angleterre. Donc, cette question du volume est clé pour optimiser les coûts. Donc, à partir du moment où on s'est dit, bon, on arrête la gabegie, ça coûte trop cher. On a préféré investir dans les pays qui avaient des retours sur investissement plus intéressants et avec une offre qui peut se mutualiser. On est assez latin, on n'est pas si loin d'un espagnol ou d'un italien. L'anglais est quand même très, très différent. Donc, je n'ai pas de conseils à donner. Luc, j'ai une autre question du public pour vous. Je pense que vous allez pouvoir nous aider. Est-ce que les budgets marketing online nécessaires au lancement d'une activité e-commerce au UK sont comparables au budget pour se lancer en Allemagne ou en France? Quel est le ratio? Alors vous êtes présent sur tous ces pays et je crois que vous avez la réponse en plus. Je ne sais pas si j'ai la réponse, j'ai peut-être un début de réponse, effectivement. Donc, quand on investit dans le web, nous on est un pure player, donc effectivement nos budgets sont principalement des budgets online, on fait très peu d'offline. Donc bien sûr, l'investissement majoritaire c'est Google, on ne va pas se le cacher, les AdWords, mais pas que. On a des différences d'un pays à l'autre. On voit par exemple qu'en France, l'affiliation marche très très bien, comparé à d'autres pays, par exemple comme l'Allemagne. On a également des comparateurs de prix en France qui sont des leviers sur lesquels on se positionne de plus en plus régulièrement. Donc il y a quand même des disparités. Alors après, en termes de chiffres, c'est toujours difficile un petit peu de dire parce que ça dépend vraiment des segments de marché, mais nous, en ce qui nous concerne, en tout cas, la partie AdWords représente une part très majoritaire, très clairement. Mais les affiliés commencent à vraiment bien se développer, représentent plus de 20-25% de nos investissements en termes d'online marketing. Et nous, on est vraiment sur une approche très héroïste, c'est-à-dire qu'on a un objectif, bien sûr c'est le chiffre d'affaires, mais c'est surtout la rentabilité de l'entreprise, c'est faire croître l'entreprise, mais de manière pérenne dans le temps. Et pour ça, on s'est fixé des objectifs de coûts par commande, de coûts d'acquisition de clients, bien entendu. Et aujourd'hui, on a des très très bons retours en termes d'affiliation, notamment avec certains comparateurs ou même avec par exemple des coupons de réduction qui fonctionnent bien sur Internet. Pierre-Olivier, vous pouvez peut-être compléter justement la question sur les budgets marketing online UK versus Allemagne ou France, parce qu'on nous posait une question de ratio. Est-ce que vous dépensez plus au UK qu'en Allemagne ou en France? Alors nous, moi en Allemagne, je connais peu l'Allemagne. Alors nous au UK, c'est assez particulier. On est quasiment sorti du SEM. Vous aussi? Non, pas du UK. Le UK marche très bien.
Mais en fait, on a 3 filiales au UK. Et on a 2 filiales qui travaillent beaucoup avec les petits clients. Donc des TPE. Donc là, on est très proche du B2C. Là, on fait beaucoup de SEM. Mais disons qu'on a des paniers moyens qui sont relativement élevés. C'est des filiales qui ont des paniers moyens à 300, 350 €. Donc c'est rentable. Notre filiale historique Manutan, qui elle est positionnée plutôt sur les moyennes et grandes, on a complètement arrêté, quasiment. On dépense parce qu'en fait, d'abord parce que on recrutait beaucoup de petits clients par Internet et avec une fidélité qui n'était pas suffisante et un taux de réachat qui était pas suffisant et un panier plus bas en fait que les autres filiales. Et aussi parce qu'on a trouvé des moyens, notamment on fait beaucoup de téléphones, alors nous c'est du B2B, hein, mais qui s'est avéré beaucoup plus rentable. Et curieusement aussi en Angleterre, on est beaucoup revenu au papier, énormément, et avec des retours extrêmement intéressants. Donc nous, l'Angleterre marche très bien, mais pour le coup, un peu à contre-courant de ce qu'on a pu voir. Sur la France, on fait beaucoup d'Internet. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, il y a 7-8 ans, quand on a démarré un client, ça nous coûtait 25 € à acquérir en B2B. Aujourd'hui, on est à 150, 160. Ce qui fait que là aussi, quand on regarde le coût d'acquisition actuel, le taux de deuxième commande, donc vraiment la valeur du client, nous, on en est presque aujourd'hui à se dire que le papier, parce que nous, à la base, on fait du marketing direct, redevient quasiment aussi intéressant quand on regarde à 2-3 ans ce qui se passe. Donc on a beaucoup réduit cette dépendance et on fait aussi beaucoup aujourd'hui d'acquisition en ligne, mais tout de suite on fait suivre aux clients des modes offline, donc soit on les appelle, soit ils reçoivent des catalogues, etc. Mais en acquisition, c'est beaucoup moins intéressant qu'avant et donc on revient au papier. Et concernant l'organisation des sites dans chaque pays, est-ce que finalement c'est le directeur de la filiale du pays qui est responsable de son site et qui gère l'offre, ou est-ce que le site est géré de manière et l'offre est gérée de manière centralisée? Alors l'offre produit chez nous, il y a un tronc européen d'offres qui va varier en fonction des pays. Donc entre la France et le Benelux, par exemple, il est à 85% commun. Il est clair qu'avec la Pologne ou les pays de l'Est, on est à 30-40% commun. Donc ça, c'est l'offre produit. Donc le patron de pays, en fonction des pays, il a entre 40 et 10% de son offre à sourcer localement. En ce qui concerne le site, tout ce qui est vraiment l'ergonomie du site, ça c'est central. Donc nous, on fait quasiment jamais aujourd'hui de modifications sans avoir fait d'eye tracking dans différents pays. Donc, ce qui fait que la solution qu'on apporte, ce n'est pas une solution française, mais elle a été testée au moins dans 3-4 pays. Après, on laisse ce qu'on appelle des marketing spots, donc plein d'emplacements où là, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent aujourd'hui promouvoir tel type de produit. Bon, c'est sûr que quand il neige à Ostrava et qu'il fait beau à Milan, donc ils ont une latitude pour personnaliser le site. Par contre, tout ce qui est... Y compris sur la politique tarifaire? La politique tarifaire est purement locale. De toute façon, hormis nous, quelques clients qui ont des accords Europe sur lesquels on garantit un niveau de tarif, il n'y a pas de prix européen. Luc, la politique tarifaire, c'est en France, c'est vous qui la gérée ou elle est gérée depuis l'Allemagne? Alors la politique tarifaire est gérée en France, bien entendu, hein, le marché est local. Je rejoins un petit peu ce que tu disais, effectivement, on a un peu le même mode de fonctionnement, on a une politique qui est très globale, on a des guidelines qui viennent du siège, et ensuite on a quand même une personnalisation pour chaque pays, puisque les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes, les paniers moyens, le pouvoir d'achat, hein, on compare par exemple l'Espagne et le Luxembourg, deux pays très différents, ça a du sens d'avoir une politique, une stratégie tarifaire locale, hein, je pense. Mais pourtant, vous n'avez pas d'entrepôt en France. C'est-à-dire que pourtant, vous n'avez pas d'entrepôt en France. Donc en fait, les produits sont stockés au même endroit que finalement un autre pays. Et donc on pourrait se dire que la politique tarifaire pourrait être la même puisque les produits arrivent au même endroit. Alors aujourd'hui, c'est vrai, nous on fonctionne avec 3 gros entrepôts, hein, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne. Alors effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'entrepôt en France, mais néanmoins, c'est prévu, puisque avant l'année prochaine, on va avoir un entrepôt en France et également en Angleterre par la suite. Donc
on a aussi, je pense, une volonté d'atteindre une certaine masse critique, ou une taille critique, une taille critique minimum dans le marché pour pouvoir implanter un entrepôt. Un entrepôt coûte très cher. C'est-à-dire combien de chiffre d'affaires? En ce qui nous concerne, avant d'implanter un entrepôt, il faut qu'on fasse minimum 10 millions d'euros dans le pays. C'est le minimum pour pouvoir assurer un entrepôt. En France, vous allez faire combien cette année? Alors en France, cette année, on va atteindre normalement 100 millions d'euros. Et sur le groupe, on devrait être à 530 à peu près. D'accord. Alors, j'ai une question, mais je ne sais pas à qui la poser. Alors, je vais l'afficher, puis vous allez me dire si vous pouvez m'aider. Pour tester des produits en Allemagne, est-ce une bonne idée de les envoyer sur des places de marché allemandes avant de se lancer dans une localisation du site? Alors, je sais que Thierry, vous ne faites pas de place de marché, c'est l'inverse de la logique, mais est-ce que vous avez peut-être un avis là-dessus? J'ai un avis surtout que je pense que là, on a des exemples de marchands qui, comment dirais-je, mettent beaucoup de moyens et d'ambition dans l'international, mais je pense qu'il y a plein de façons de faire l'international. Et les places de marché sont pour moi une formidable opportunité de faire de l'international sans mettre des coûts gigantesques. Vous pouvez avoir une petite marque ici, la développer via vos places de marché. Bon, ok, vous allez laisser votre commission de la place de marché, mais vous n'allez pas vous occuper du marketing, de la marque, etc. Et au fond, c'est aussi un moyen de faire de l'international, en test ou pas en test d'ailleurs, mais je pense qu'il n'y a pas une... on a des modes, j'ai l'impression, un peu similaires de développement, mais il y a aussi des modes beaucoup plus lean. Alors, peut-être qu'ils ne vont pas aller jusqu'à des gros volumes de chiffre d'affaires, parce qu'il y a un moment donné, il faut être local, et quand on veut optimiser les coûts, il faut éviter la commission de la place de marché, etc. Mais c'est aussi un très très bon moyen de faire de l'international, sans prendre les risques des coûts qui vont avec. Pierre-Olivier, vous n'êtes pas présent sur les places de marché? Non. Vous avez fait des essais dans certains pays, vous n'avez jamais voulu faire d'essais? Non, mais nous, on a une règle. Alors, on n'est pas présent sur les places de marché. En B2B, vous avez des places de marché pour les grandes entreprises, c'est-à-dire qui sont quasiment des places de marché propriétaires, où là, on met notre catalogue. Mais nous, on a une règle, c'est qu'on ne laisse jamais quelqu'un entre le client et nous. Donc aujourd'hui, on ne va pas sur les places de marché. On y va, on va le déposer technologiquement ou techniquement le catalogue, mais on garde la relation avec le client. Luc, vous avez testé, vous, les places de marché ou... Alors pour le moment, non, volontairement. C'est plutôt une stratégie de, pour le moment, pas avoir ouvert notre offre sur les places de marché. Néanmoins, on est quand même en contact avec les principaux acteurs. On y pense. On est aussi certain que les places de marché vont avoir un enjeu à jouer avant 2020, ça c'est clair. Maintenant, nous, on a aussi, on va dire, en tant que leader européen, c'est vrai qu'on a une taille qui nous permet aujourd'hui de ne pas forcément passer par les marketplaces, puisque les marketplaces, c'est un très bon moyen pour être visible. Pour un petit shop, c'est génial. Il y a des petits sites qui arrivent à avoir une très très bonne visibilité, à quadrupler leurs ventes très rapidement grâce au marketplace. Nous, on a une stratégie qui est un peu différente. Aujourd'hui, on est présent dans beaucoup de pays. Les marketplaces marchent très bien en France, notamment. Voilà, on est en contact avec des acteurs, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc, voilà, à voir. Thierry, sur l'internationalisation du concept de showroom privé, et sans parler uniquement de VP, mais comment vous expliquez que finalement ce concept qui marche très très bien en France de manière générale a été assez difficile à implanter? On a vu, alors VP s'est planté dans un certain nombre de pays européens, y compris aux États-Unis, mais il y a un certain nombre d'autres acteurs qui avaient essayé. Comment est-ce que vous expliquez, est-ce que finalement c'est un concept franco-français qui ne peut pas marcher à l'international, ou vous êtes en train de faire la démonstration que c'est aussi... C'est un très bon point. Bon, déjà, même si j'ai beaucoup d'inimitié avec mon concurrent, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'un acteur qui fait un peu plus de 200 millions à l'international, il n'y en a pas beaucoup. Donc dire certes, ça marche moins bien qu'en France, mais ça marche quand même. Je trouve que les journalistes sont toujours très critiques face à l'échec de vente privée internationale. C'est quand même à relativiser, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense que alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce métier en fait existait dans le domaine traditionnel avant. Moi, c'est mes associés qui avaient créé ce métier en même temps que Jacques-Antoine et les frères Sorbach et Benabou qui étaient auparavant dans le monde traditionnel, qui ont été le premier à le digitaliser. Mais c'est un métier qui est né en France, le métier de grossiste et de déstockeur est né en France. Il n'existe pas dans le monde, c'est un truc marrant, mais ce métier consiste à racheter des lots, être intermédiaire à des marques et les couper en plein de petits lots et les vendre à des solderies. Dans les autres pays, très souvent, c'était directement aux consommateurs. Aux États-Unis, il y a un acteur comme TK Maxx qui lui achetait directement, mais vendait directement aux consommateurs. Donc du coup, cette spécificité-là va expliquer beaucoup de choses aussi dans la réussite ou non des modèles à l'étranger. Et quand on regarde à l'étranger,
le modèle fonctionne parfaitement. En Espagne, il y a énormément de concurrence. Il y a 3 ou 4 concurrents. Il y a un acteur comme Privela qui se débrouille bien. En Italie aussi, parce que c'est finalement un moyen d'avoir des marques à des prix. Au Brésil, c'est aussi un métier qui marche très bien. Et puis après, il y a le problème des États-Unis. Tout le monde dit que ça marche pas aux États-Unis. Ça marche pas parce que le pays est gros. Il y a énormément d'investissements à faire et c'est un métier encore jeune. Après, quand vous regardez des acteurs comme Zulily, qui est maintenant, qui fait à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires, qui pèse 5 milliards en bourse, qui a 3 ans. Quand vous regardez en Chine, alors certes c'est la Chine, Vipshop, il est valorisé 11 milliards au New York Stock Exchange, alors qu'il est créé depuis, il fait 2 milliards de chiffre d'affaires, il est créé depuis 4 ans et demi. Donc je ne suis pas persuadé de dire que le modèle n'existe pas, c'est simplement une façon de le faire. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus aussi quand il y a eu ce Far West autour de ce métier-là. Finalement, il y a eu beaucoup de pure players, d'ailleurs, qui sont allés dans ce métier en se disant c'est possible, on va faire pareil, on lève des fonds, on fait une course à la croissance et on y va. Mais en fait, ce métier, on fait du commerce avant de faire du e-commerce. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas compris. Et donc, il ne suffit pas de maîtriser les leviers marketing. L'offre est quand même une des clés principales. Ce qui fait qu'à mon sens, un acteur comme mon concurrent au champ privé, qui viennent de ce monde-là quand même à la base, a tout pour réussir à l'international, ce qui n'était pas forcément le cas d'acteurs qui sont venus uniquement du e-commerce, quoi. Pierre-Olivier, vous me disiez qu'au-delà des coûts d'acquisition, ce qui comptait beaucoup dans votre implantation européenne, c'était la fidélisation. Et que là, vous aviez des très, très gros enjeux de fidélisation dans chacun des pays où vous étiez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et alors déjà, je voudrais juste faire une petite remarque sur l'usage des sites marchands. Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que autant le site peut être à peu près le même avec des paramétrages locaux, autant l'utilisation du site est très différente. Donc, par exemple, en Pologne, aujourd'hui, le site est exclusivement utilisé en recherche et derrière, ça génère toujours un devis. Donc, il n'y a pas d'achat sur le site. Donc, on a des pays où le site est utilisé jusqu'à l'achat, des pays où le site n'est pas utilisé, est utilisé exclusivement en recherche. Et donc, là aussi, on est obligé d'adapter. Donc, par exemple, si on reprend la Pologne, on a particulièrement travaillé tout ce qui est formulaire de devis, etc., parce que c'est critique. C'est 75% des commandes qui génèrent d'abord un devis. Oui, nous, ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est que Internet, c'était un bon vecteur d'acquisition, que les coûts, aujourd'hui, recrutés en papier, en B2B, c'est 250-300 €, qu'en fonction des pays, donc on avait des coûts d'acquisition qui étaient plus faibles en ligne, notamment dans les pays de l'Est ou encore dans les pays scandinaves, mais qu'en revanche, c'était pas pour nous, en B2B, un bon canal de fidélisation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on s'en sert pour acquérir un client et ensuite, en fonction de sa taille, de sa typologie, il va suivre un parcours, soit papier, soit téléphone, soit visite, parce que nous, on a aussi des commerciaux, mais que la valeur du client augmente quand on l'associe à Internet, un canal derrière après de fidélisation. Alors, on me demande, pour chacun des intervenants, c'est une question que j'aurais pu poser, quelle est la part des ventes, du chiffre d'affaires à l'international sur Internet? Alors nous, l'international, c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires, donc 300 millions. Et Internet, ça représente à l'international entre 30 et 40% de ce chiffre d'affaires-là. Luc? Alors nous, l'international représente à peu près 65-70% du chiffre d'affaires réalisé. Avec quelques gros pays, la France? Avec de gros pays comme la France, l'Angleterre quand même, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, qui a un fort développement, et les Pays-Bas, qui font aussi beaucoup de chiffres. Thierry? Alors nous, on est 100% en ligne, 100% Internet, et on fait un peu plus de 20% du chiffre d'affaires international, ce qui va faire à peu près 100 millions d'euros cette année. Et l'objectif que vous avez fixé sur le long terme? C'est dur de définir. On est assez jeune, parce qu'on a 7 ans, donc projeté à 10 ans, ce serait assez, je sais pas, on est un peu, pas au jour le jour, les actionnaires n'aimeraient pas entendre ça, mais on est quand même, on fait beaucoup de croissance, on est sur un trend de 40% de croissance au global, 100% à l'international, on double chaque année, et on verra bien là où ça nous mène, mais on n'a pas de trend défini. Julia? Alors, vous n'avez pas le droit d'en dire trop, mais vous pouvez nous en dire un petit peu quand même. Moi, malheureusement, je n'ai pas le droit de vous dire des chiffres, mais pour l'instant, la France, on va dire, c'est toujours notre meilleur marché, mais on travaille pour équilibrer un peu avec les marchés internationaux. Et vous ne visez pas des pays, en fait, vous visez des langues, c'est ça? Est-ce que vous vous occupez de l'Autriche, par exemple, ou pas? Plus ou moins. Le truc, c'est l'Autriche, c'est tellement un pays petit
qu'on s'est dit, ça ne vaut pas vraiment le coup pour l'instant de vraiment ouvrir Litchi Autriche. Mais comme évidemment les Autrichiens ils parlent allemand, ils peuvent très bien utiliser litchi.com en allemand. D'accord. Et alors vous me disiez que votre métrique pour surveiller et puis pour finalement monitorer le développement des sites internationaux, c'est l'ouverture d'un compte et l'alimentation de ce compte, c'est ça? Alors expliquez-nous un petit peu le tunnel de conversion et puis ensuite comment est-ce que justement vous arrivez à valoriser vos nouveaux utilisateurs dans les pays à l'étranger? Alors Litchi, ça marche vraiment selon les concepts de bulle de neige, comme on dit. C'est-à-dire quelqu'un va ouvrir une cagnotte pour collecter de l'argent pour l'anniversaire de son ami et ensuite il va inviter d'autres personnes. Et ces gens vont participer à la cagnotte, donner de l'argent sur notre site. Et il est très probable que quelques semaines, quelques mois plus tard, 1, 2, 3 de ces participants à la cagnotte vont eux-mêmes ouvrir une nouvelle cagnotte, inviter d'autres personnes, etc. etc. Donc nous, ce qui est important, c'est vraiment d'arriver à la création de cagnottes pour que derrière, on peut facilement retargeter les gens, leur envoyer des mails, balancer des offres de bienvenue. Merci d'avoir participé à la cagnotte, maintenant c'est à toi de collecter de l'argent, etc., etc. Et donc le coût d'acquisition d'un utilisateur, il se situe aujourd'hui à combien et comment est-ce que vous arrivez à le rentabiliser? Là aussi, désolé, mais je peux vraiment pas trop parler de nos chiffres et de nos objectifs, etc. Juste un petit indicateur. En Allemagne, le coût d'acquisition est beaucoup plus élevé qu'en France, par exemple. Et notre objectif, c'est vraiment notre objectif principal. On a un certain nombre de clients qu'on souhaite avoir à la fin de chaque année sur un certain coût d'acquisition. Et c'est comme ça qu'on travaille. Voilà, le concept est assez simple. Luc, votre coût d'acquisition, il varie aussi beaucoup d'un pays à l'autre ou pas? Il varie d'un pays à l'autre, mais grosso modo, notre objectif, c'est globalement de se positionner en dessous de 10 euros. Donc 10 euros pour l'acquisition d'un nouveau client. Thierry? C'est un peu confidentiel. Il varie d'un pays à l'autre. Quelle amplitude? On peut peut-être donner des amplitudes en pourcentage? Ouais, nous, on essaie de l'amortir dès la première commande. Donc sachant qu'on a un panier de 50 euros, après, on peut décomposer et on comprendra combien il reste à la fin. D'accord. Alors Pierre-Olivier nous a déjà donné ces chiffres tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une forte amplitude d'un pays à l'autre quand on regarde ou pas? Non, globalement, nous, on peut scinder l'Europe occidentale, où c'est à peu près la même chose, et l'Europe de l'Est, où c'est plus bas. D'accord. On va parler de la partie service client, community management, réseaux sociaux sur les 11 minutes qui nous restent. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions, j'en poserai juste à la fin de la séance dans 6 minutes, donc vous pouvez les envoyer soit par SMS, par Twitter ou sur le web mobile. Ça va défiler en dessous, j'imagine. Luc, sur la partie service client, community management, CRM, comment vous êtes organisé? Est-ce que vous êtes organisé? On a compris que Litchi, tout était centralisé à Paris. Comment est-ce que vous êtes organisé pour finalement répondre à la fois à vos clients en Pologne et vos clients en France? Donc en fait, nous, ce qui concerne la partie community management, déjà, il faut savoir qu'on n'est pas présent sur énormément de réseaux. On est présent sur Facebook, c'est notre réseau principal. On est également présent sur Twitter, mais on a, on va dire, une stratégie social media qui est assez limitée pour le moment. C'est volontaire également. On ne souhaite pas avoir des centaines de milliers de fans. On pourrait, mais ce n'est pas l'objectif. Le but, c'est d'avoir des vrais fans, c'est-à-dire des clients qui vont au quotidien discuter, partager les informations que l'on poste sur Facebook. Donc on doit avoir dans les 28 000 fans aujourd'hui sur Facebook, ce qui n'est pas gigantesque. Néanmoins, ce sont des vrais clients. Pour la plupart, ce sont des clients, ce sont des gens qui interagissent avec Zooplus. Bien entendu, quand ils ont des questions, on leur répond en direct ou en message privé, ça dépend de la question. On a également un service client qui est dédié pour chaque pays, bien entendu, et on répond, bien entendu, à l'ensemble des questions de nos clients. Thierry, vous avez organisé ça comment chez vous au niveau du service client? Est-ce qu'on voit un certain nombre de marques qui centralisent tout dans un pays? C'est le cas chez vous ou pas? Alors non, il n'y a pas de règle. C'est encore une fois, on a bien sûr un gros cœur à Paris, notamment les niveaux 2 et les niveaux 3. Les premiers niveaux sont plutôt dans les pays, parfois sous-traités. Au fur et à mesure de la complexité du problème et du coup ce que l'on peut perdre par rapport à notre client,
il est plutôt sur la France, il est plutôt sur des... Par contre, c'est toujours des natifs qui traitent le client en France. Il y a des outils qui sont communs, il y a des procédures qui sont différentes. De toute façon, les lois ne sont pas les mêmes, il y a des choses qui sont différentes par les pays, les marques ne sont pas les mêmes, les problématiques ne sont pas les mêmes, encore une fois. L'espagnol, l'italien parlent beaucoup, enfin, je crois que la durée, l'italien, la conversation moyenne est de 6 minutes et quelques. Aux Pays-Bas, je crois que c'est 3 minutes 20. Donc, c'est vraiment plein de différences et l'espagnol va appeler beaucoup avant la vente. Très souvent dans les pays les plus matures, encore une fois, c'est plutôt après la vente. Donc bon, il n'y a pas de règles et on essaie de s'adapter à ce qui est le mieux. On a des personnes qui font du community management, par exemple, en Espagne, parce que l'Espagne, c'est extrêmement actif, notamment les femmes espagnoles sont très actives sur les Pinterest, sur les Twitter, sur tous ces réseaux, même sur les messageries, les Lines et compagnie. Donc il nous semblait important d'être présent dans le pays. Après, il y a des pays qui se traitent complètement de France. Enfin, il n'y a pas de règles, vraiment, il n'y a pas de règles. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être le plus logique par rapport aux consommateurs et avec un modèle de coût qui soit pertinent. Pierre-Olivier, c'est organisé comment? Parce que 19 pays, c'est très important. Comment vous avez organisé toute cette partie CRM, service client et community management? Alors nous, on est organisé en région, donc on est organisé en 5 régions. Après, on a une stratégie. Globalement, ce qu'on va appeler un pays, on a un service client sur place. Et après, certains endroits, on va appeler des bureaux, où là, en fait, on va centraliser. Donc, par exemple, la Finlande, on appelle ça un bureau. Donc, le call center de la Finlande est en Suède. Par contre, nous, ce qu'on voit, c'est un peu la même règle. C'est qu'à partir du moment où on veut dépasser 10-15 millions, il faut avoir une équipe sur place. Après, il faut avoir un entrepôt. Donc, quand on veut réellement pénétrer le marché, on met des équipes sur place. Donc, nos call centers sont quasiment tous quand même locaux, quoi. Pardon, les call centers sont locaux. D'accord. Locaux. D'accord. Et quand vous disiez il nous faut un entrepôt sur place, qu'est-ce qui déclenche l'ouverture d'un entrepôt? Aujourd'hui, vous en avez combien et qu'est-ce qui va Bonne question. Aujourd'hui, nous, on a 7 entrepôts. En fait, c'est simplement que à partir du moment où on n'a pas d'entrepôt sur place, donc à partir du moment où on ne peut pas livrer en 24-48 heures, on est bloqué par rapport à une concurrence locale. Donc, on peut avoir des entrepôts, par exemple notre entrepôt pour la région Est est à la frontière entre la République tchèque et la Pologne, donc il livre toute la zone en 24-48 heures, donc on n'a pas d'entrepôt en Pologne. Mais en revanche, on voit que certains pays, si on n'est pas capable à un moment donné de livrer plus rapidement, on plafonne en chiffre d'affaires, tout simplement parce que le client, pour un certain nombre de besoins, va aller s'adresser à un acteur local. Donc, si on veut progresser, il faut réduire les délais de livraison et donc là mettre un entrepôt. Voilà. Et vous opérez vos entrepôts vous-même ou finalement c'est de la sous-traitance et vous n'êtes que commanditaire? Non, nous on opère nos entrepôts nous-mêmes. Alors Luc, vous opérez pas vous-même en fait, vous faites appel à un sous-traitant. Voilà, donc nous on a un partenaire logistique effectivement, Rhenus Logistics qui gère nos entrepôts. On est des marketeurs, on n'est pas des logisticiens. Je pense que c'est deux métiers bien différents, donc on a fait le choix effectivement de travailler avec eux sur un partenariat. Et donc ce que vous me disiez, c'est qu'effectivement le fait d'avoir d'entrepôts, par exemple sur l'Espagne, ça complexifiait quand même un peu les coûts d'envoi, parce que l'Espagne est envoyée du coup depuis les Pays-Bas ou depuis l'Allemagne? Ça dépend des produits, puisqu'il y a des top-sellers et il y a des produits qui sont moins achetés. Donc ça dépend, ça peut partir soit de l'Allemagne, effectivement, soit des Pays-Bas. Dans tous les cas, aujourd'hui, on a des délais de livraison en Espagne qui sont bien trop longs. On est parfois jusqu'à 4-5 jours, ce qui est aujourd'hui, au niveau du web, beaucoup trop long. Le fait d'avoir un entrepôt en France va nous faire gagner beaucoup de temps, à peu près 1 à 2 jours. Donc sur la France, on va être sur de la livraison à 48-72 heures maximum, avec des services de livraison en point relais, par exemple. Et donc l'entrepôt français va à la fois gérer l'Espagne, l'Italie et la France, ou ça va s'organiser comment? C'est encore à définir. Pour l'instant, l'entrepôt n'est pas encore... la décision a été prise d'ouvrir un entrepôt, step by step. La France, bien sûr, sera délivrée dans sa totalité. Donc là, on va avoir des délais de livraison très rapides. L'Espagne sera certainement délivrée. Pour l'Italie et la Suisse, puisque l'entrepôt ne sera pas trop loin de la Suisse, ça reste encore à définir. Il sera à Chalon, c'est ça? On sera à Chalon, oui, effectivement. Thierry, dans les ventes privées, il y a quand même pas mal de retours, ce qui se dit. Le fait d'avoir un entrepôt dans chaque pays, c'est indispensable dès qu'on fait un volume d'affaires minimal, ou finalement on peut s'en sortir sans? Alors, il y a 2 questions. Sur les retours, c'est vraiment dépendant des pays. Dans les pays du Sud, France, pays du Sud, c'est 5% de retour. France, on est à 6.
pays du Nord, les Pays-Bas, c'est 12, et l'Allemagne, ça peut monter jusqu'à 30, voire 40. Où là, c'est un vrai souci quand on ne peut pas réintégrer le produit en stock. Donc, c'est ça une première question. Et après, la logistique, nous, on n'a aucun dépôt dans les pays. Parce qu'on fait ce qu'on appelle de l'injection directe, c'est-à-dire qu'on va massifier dans des gros dépôts les flux et les volumes pour baisser les coûts au maximum. Puis ensuite, le colis, pratiquement, il y a l'étiquette de la Poste espagnole, de Bartolini l'italien, sur les colis, ce qui fait que le consommateur, lui, reçoit de toute façon un truc comme, avec la perception d'être dans le pays. Et puis on va massifier du coup tous ces colis en faisant ce qu'on appelle des line haul, des tractions entre Paris, Madrid, Paris, Milan, Paris, Birmingham. Et c'est très peu de temps en plus, puisque finalement, un Paris-Madrid, ça se fait en une nuit, un Paris-Milan, pareil. Enfin, c'est pas Paris, maintenant on est à Lille. Et pour le coup, un camion coûte 1 000 € entre Paris et Milan. Vous mettez 3 000 colis dedans, donc le coût additionnel est très peu. Par contre, vous allez ensuite, on récupère tous ces petits colis, j'ai envie de dire, avec l'étiquette du transporteur local, et on va injecter ça dans les hubs des transporteurs locaux, pour du coup bénéficier par contre des tarifs des transporteurs locaux. On ne fait pas du point à point entre la France et le consommateur. On fait en 2 temps. Donc on est local, distribué par le local, et avec vous des coûts opérez locaux. vous-même Alors, ou c'est opéré par un prestataire? Le transport? Le fait d'envoyer ça jusqu'au transporteur local, en fait? Non, tout est externalisé. Hein. D'accord. Tout est externalisé. Et les retours, on a des adresses dans les pays où on fait des remontées régulières pour être dans les 4-5 jours de traitement d'un retour. Voilà. Donc c'est sûr que quand le pays est petit, ça nous coûte de l'argent parce qu'on ne massifie pas le colis, tout ça nous coûte pour avoir... Enfin, ça nous coûte si on veut une qualité de service très bonne. Après, quand on a suffisamment de volume, c'est super efficace parce que du coup, on massifie tous les gros coûts de stockage, de traitement, de préparation et on ajoute en gros une journée à la qualité de service. Mais nous, nos délais sont un peu plus longs, donc je pense que je n'ai pas la même contrainte que mes voisins. Je sais qu'il ne faut jamais dire jamais, mais du coup, vous pensez que vous pouvez... il est possible que vous n'ouvriez jamais d'entrepôt dans certains pays? Il est possible, oui. Alors, je vais vous poser à tous une question de la salle et puis ensuite... Ah, tiens, j'ai pas cliqué sur la bonne question, évidemment. Il y a quelqu'un qui m'a mis une question juste à ce moment-là. Alors, quel département faites-vous sous-traiter par des acteurs locaux? Call center, web marketing? Alors, on a compris que la logistique était souvent sous-traitée. Est-ce que l'un d'entre vous veut s'exprimer sur le call center ou web marketing? Non. Non, web marketing, j'imagine que c'est quand même tout se fait en interne. Voilà, parce que c'est quand même une compétence clé. Le call center, non, c'est pas. Bon, c'est vous qui vous le faites, donc voilà. Thierry, le call center, non, c'est pas. Call center, le niveau 1 est pour certains pays externalisé, pour d'autres internalisé, et nous on sous-traite aussi tout ce qui est achat d'espace, notamment offline, donc télé, radio, par des agences locales, parce que c'est un métier différent. Autant on est très bon online, autant offline, c'est quand même un autre métier. C'est aussi une question de volume pour bien acheter, donc on sous-traite cette partie-là du marketing. Pierre-Olivier, non, pas de sous-traitance? Nous, on sous-traite un peu de la saisie de commande au Maroc. Et alors, on va finir sur la dernière question de la salle, qui était celle que je voulais envoyer tout à l'heure, mais je ne vais pas y arriver. Bon, bref, je vais vous la lire, voilà, ça y est, elle va partir. Les pays du Sud ont-ils un parcours d'achat plus lent ou plus rapide? Pierre-Olivier, je ne sais pas si vous voulez répondre, non? Luc? Alors vous n'êtes pas vraiment pays du Sud, vous êtes français par lent ou rapide. On a vraiment, je pense, une différence entre un achat du Sud et un achat du Nord. Hein. Dans un pays du Sud, je pense que le prix est très important. Donc si le prix est bon, si on est bien positionné, je pense que l'achat va être assez rapide. Ensuite, sur un pays du Nord, on joue, je fais pays du Nord, ça dépend, mais je prends par exemple les Pays-Bas, on joue beaucoup plus sur une notion de qualité de produit, de qualité de service, par rapport aux pays du Sud qui sont plus orientés sur les prix. Enfin, c'est ce que nous on voit en fait, donc sur notre activité. C'est peut-être pas pareil dans toutes les activités. Après, long, rapide. Je crois que chez nous, l'achat plaisir, dans tous les cas, quand on cherche un produit pour son animal de compagnie, il est assez rapide. C'est un achat utile. C'est un achat utile et des fois c'est un achat compulsif. D'accord. Thierry, pour... Oui, l'acheteur latin est quand même plus rapide effectivement, qui fonctionne plus sur une image et sur un prix, quelque chose d'impulsif en tout cas. Il est vrai que, alors je vais taquiner ma collègue autrichienne, mais on dit toujours que l'allemand est le seul pays dans le monde qui lit les conditions générales de vente jusqu'au bout. Donc ça veut dire, c'est-à-dire que chaque produit qui doit être vendu doit être extrêmement bien spécifié, détaillé, décrit. Et donc on a une vraie différence où une photo et un prix suffit, à la rigueur, j'exagère, dans les pays du Sud. Et dans les pays du Nord, il faut être quand même plus descriptif, plus rassurant et plus technique dans la façon de présenter le produit.
Oui, c'est ce que nous disait Julia tout à l'heure. Bah, écoutez, merci à tous les 4. Je pense qu'on peut vous applaudir. Cette séance va se terminer maintenant. Merci à tous et bon salon.